Livre 7e des cérémonies. Je dois avertir maintenant que nous allons entrer dans la sociologie. La mode nous y oblige, mais autre chose encore nous y oblige. Les étonnantes remarques de Comte sur cette sixième science sont à considérer. D'abord que cette science est la politique même, prise avec sa méthode positive. Je n'en donne ici qu'une esquisse. La seconde idée est presque impénétrable. Il s'agit de cet étrange rapport qui subordonne toutes les sciences à la sixième, d'après cette remarque que toutes les sciences sont des faits sociologiques. Il n'y aurait aucune science sans les monuments, les académies, les instruments, les dignités, les bibliothèques et les laboratoires. Alors la science devient sociale, réellement commune à tous les hommes. Une partie principale de la philosophie des sciences consiste alors à faire voir ce qu'elle doit à la sociologie. Par exemple, c'est une difficile recherche que celle des rapports de la religion à la science. On en voit un exemple dans la mystique de Kepler, qui réellement s'est appuyé sur la perfection divine pour découvrir ces fameuses lois. Sans l'idée a priori de la simplicité divine, jamais il ne les aurait même constatées, car il dut arrondir les chiffres. Ici est placée une notion très cachée, qui est la liaison de l'idée au sentiment. Le sentiment est une sorte de fanatisme qui, par la loi sociologique de l'effervescence, nous rend certains sans preuve et ainsi curieux des preuves. Comte s'est appliqué longtemps à ce problème vers la fin de sa vie, et il n'a pas échappé à une obscurité sibylline. On peut éviter ce risque simplement en ne cessant jamais de regarder la société des hommes comme le lieu de la pensée. Nous avons déjà dit la même chose à propos du langage, et par des raisons assez claires. Il s'agit de n'être pas ingrat aux hommes qui portent l'humanité. Il s'agit d'aimer les semblables et en somme l'esprit humain. C'est un point important de l'esprit philosophique, soit pour les devoirs, soit même pour la recherche. Il suffit de poser correctement ces relations si simples. Cela ferme le cercle des pensées et les soumet à la géographie, au climat, aux races, enfin à tout ce qui détermine la politique. Tel est finalement le monde humain, lieu de bonheur et de gloire. Si l'on corrige le fanatisme par l'amour qui donne et suppose, dont le vrai nom est charité, et dont l'application conduit à une belle égalité, non exclusive de l'autorité, mais tout au contraire substantielle à la vraie autorité. Cette introduction suffit à tous ces chapitres pourvu qu'on ne l'oublie pas et que l'on donne à la grande idée sociologique toute l'ampleur qui lui est due. De la solidarité. Il n'y a rien de plus facile que de vivre avec des étrangers. La différence des langues y ajoute encore, car on ne sait dire que des politesses. Mais aussi les vraies amitiés ne se nouent point là. On a souvent remarqué qu'une certaine espèce de haine n'est pas si loin de l'amitié. Il me semble naturel tout au moins qu'une amitié forte commence par une certaine défiance et résistance. On s'étonne quelquefois qu'il y ait si peu de choix dans les amours, et même dans les amitiés. Mais il faut mieux voir, il faut la contrainte pour les faire naître, car qui donc serait choisi? Rien ne rend aussi sot que de vouloir plaire, et rien ne rend injuste comme la tension qui s'exerce sur de nouveaux amis. La contrainte naturelle qui vous force à vivre ici et non là, et qui vous fait naître en cette ville et vous a enfermé dans ce petit collège, délivre l'esprit de cette vaine psychologie. La solidarité est ce lien naturel, non point entre semblables ou qui se conviennent, au contraire entre inconciliables, indiscrets ennemis. Vous ne choisissez point hors d'une grande fortune qui vous fait errant et sec sans l'adoption forcée et les vieilles femmes arroupies. D'autant que l'ardeur du jeu dans les premières années nous fait aimer l'espèce. Ajoutez le langage commun et le ton chantant de chaque ville, dont aucune nuance n'est perdue. Et la condition de l'enfance est d'obtenir tout par prière. Quand les liens sont plus serrés, les amitiés en naissent plus fortes et plus durables, comme entre deux prisonniers, entre deux écoliers, entre deux soldats. Et pourquoi? Parce que la contrainte nous fait accepter ce qui ne manquerait pas de nous rebuter d'abord, si nous étions libres. Et la bienveillance réciproque, même forcée, en appelle par des signes bien clairs une autre. Le riche ignore ces trésors-là. Presque tous les hommes conservent avec bonheur ces premiers fruits de la sagesse. Et souvent sans savoir pourquoi. Car il est également ignoré que tous les hommes deviennent meilleurs par la bienveillance, mais que le jeu des passions doit rompre inévitablement presque tous les attachements libres. Les effets visibles dans l'expérience ont pourtant mis en honneur la fidélité qui consiste à vouloir aimer malgré tout. Il faut se garder ici de renverser l'ordre. Ce n'est point par sa force qu'un attachement est fidèle. Au contraire, c'est par la fidélité qu'il est fort. Aussi, ne faut-il pas se plaindre trop de cette contrainte du fait qui nous rend fidèles par nécessité. Il faut dire seulement que la fidélité forcée est moins clairvoyante, qu'elle fait moins naître ce qu'elle voudrait, qu'elle se contente enfin plus aisément. De toute façon, il faut gagner l'amour qu'on a. Ces victoires ne feraient point une société. L'amitié ne naît pas inévitablement de la contrainte, et il s'en faut bien.
La haine aussi peut naître du voisinage, car toute passion s'échauffe par la réplique et imite sa propre image. Tout est bon pour se haïr, même un mur branlant si on s'injurie par-dessus, même un chien battu. Le plus ordinaire est l'indifférence sur tout ce qui est commun, lorsque les mêmes métiers ne voisinent point. Mais cela même trompe comme une porte bien fermée, car toutes ces paroles et ces visages, même dans le train ordinaire, nous façonnent, autant que le vent, la pluie et le soleil font les nœuds du chêne. Je n'ai jamais pu parler avec un homme sans prendre son accent, ce n'est que par les remarques des autres que je m'en suis aperçu. Ainsi, chacun imite les sourires et les grimaces, les gestes et les petites actions. Voilà comment chacun est de son village et souvent ne retrouve une certaine aisance que là, comme un lit que l'on fait à sa forme, et c'est bien autre chose que de l'aimer. Je n'oublie point ces mouvements de panique ou de folle espérance, cette puissance de la rumeur et de la mer humaine que l'on subit partout où il y a des hommes, et encore mieux dans son propre pays, encore mieux à la porte de sa maison. Ce n'est qu'un fait d'animal et le jugement n'y est pour rien. Mais par cette disposition prophétique des passions qui croient toujours que les émotions annoncent quelque chose, il arrive que le jugement suit. La honte n'est que le combat entre ce jugement forcé et un autre. Quand je ne céderai pas à ces mouvements de foule, me voilà porté à une grande colère. Il faut toujours qu'ils me donnent leur folie, ou la folie qui les brave. J'étais pris, me voilà emporté. Il n'y aurait donc de société que de convulsionnaires, et dans le fait tout y arrive. Comme la guerre le fait voir, voilà des passions redoublées, et un autre corps. Comment vivre en Léviathan? De la politesse. On s'étonne quelquefois que les barbares soient attachés aux formes de la politesse cérémonieuse, mais cela ne prouve point qu'il n'y ait pas d'impulsion brutale. Au contraire, la paix armée n'est jamais maintenue que si cette dangereuse puissance est exprimée et réglée jusqu'au détail, car même ce qui n'a point de sens est déjà une menace, et vaut l'insulte. De là cette politesse du diplomate semblable à celle du barbare. Trouvant ici la politesse à sa source, j'observe qu'elle consiste moins à cacher une pensée ou une intention qu'à régler les gestes et les mouvements de physionomie, qui signifient sans qu'on le veuille et sans qu'on sache même quoi. Il faut remarquer aussi que la défiance à l'égard de soi et la lutte contre ces réactions naturelles des muscles donneraient une très mauvaise politesse, car cette lutte se traduit aussi par des signes, comme raideur et rougeur, où chacun sait deviner la dissimulation, ce qui n'éveille pas moins les passions que ne ferait une insulte en forme. La politesse est donc comme une gymnastique de l'expression qui conduit à ne faire jamais comprendre que ce que l'on veut. La politesse varie d'une société à l'autre comme le langage, mais le calme et la mesure sont politesse en tout pays. Il est à remarquer que politesse n'est pas bienveillance. On peut être désagréable ou méchant sans être impoli. Il est même impossible que l'on soit impoli volontairement. L'impolitesse consiste à être méchant, en effet sans l'avoir voulu, comme aussi à exprimer plus d'amitié qu'on ne veut, quoique cela soit plus rare. On appelle énergiquement savoir-vivre l'ensemble de ce qu'il faut savoir, outre cette possession de soi, pour ne blesser ni embarrasser personne, sans le vouloir. Seulement, comme il est rare que l'on sache tout ce qu'il faudrait, on arrive à ne plus rien dire du de neuf. Le langage y gagne en clarté et pureté, mais aussi chacun récite les mêmes choses et l'ennui vient. Les ambitions puissantes et les passions de l'amour qui font supporter cet ennui-là redoublent l'attention aux signes et créent une manière de dire ou de faire entendre qui donne du prix à l'intonation mesurée et même à l'ordre des mots. La musique offre ce même caractère de plaire en même temps par des modulations réglées et d'usage, qui donnent d'abord la sécurité et par des surprises aussi, mais qui ne rompent point la règle. La poésie sous ce rapport ressemble à la musique, mais l'une et l'autre ont leur origine dans les cérémonies, dont l'objet est plus étendu que de régler les plaisirs de la société. On peut en dire autant du théâtre qui n'est à bien regarder que la cérémonie même, mais qui se lie toujours plus ou moins aux règles de la conversation élégante. Le mouvement des passions est alors deviné par les changements mesurés qui permettent le rythme, comme le corps par les plis du vêtement. Et comme les passions se nourrissent à deviner, on voit que les plaisirs de la société polie vont à transformer les émotions en passions. Mais le remède est pire que le mal. La timidité, qui est le mal des salons, surtout dans la jeunesse, ne porte que trop à estimer au-delà du permis la puissance des autres sur soi. La coutume du duel tient le milieu entre les politesses et les cérémonies. Elle est peut-être le plus parfait exemple de cette sagesse d'usage qui pense, non sans raison, avoir fait beaucoup contre les passions lorsqu'elle en a réglé les effets. La colère virile, qui est la plus redoutable des passions, est nécessairement refroidie par l'isolement, par le délai, par les règles du combat, enfin qui retiennent l'attention, sans compter qu'il est très sage de remettre une querelle aux soins d'avocats de bonne foi, qui ne s'échauffent point dans l'affaire. Même la publicité que l'on donne, soit à l'arrangement, soit au combat, est bonne tout au moins à arrêter les mauvais bruits,
et les récits déformés. Les guerres, qui n'ont jamais de cause plus solide que les duels, seraient moins à redouter si le rôle du témoin ou négociateur était mieux compris. Mais ici, les témoins veulent faire les braves aussi. Le mal vient de ce que l'on croit que les nations n'en viendront plus à se battre parce qu'elles sont trop familières et rapprochées. Voilà une belle raison, quand on voit que la plus intime familiarité entre deux êtres ne peut guère conserver la paix sans quelques contraintes de politesse. Il le faut pourtant, car à dire tout ce qu'on pense, on dit plus qu'on ne pense. Du mariage. Le mariage, depuis le moment où il est conclu et scellé, est une chose à faire, non une chose faite. Que l'on se soit laissé marier ou que l'on ait choisi, il reste que l'on a à passer sa vie dans la plus grande intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, car le premier amour n'éclaire point. Il faut donc faire au lieu d'attendre. J'ai assez mis en défiance contre cette observation des caractères en vue de les dominer. Ce ne sont que des chimères, mais qui malheureusement prennent corps par le décret de l'observateur et de l'observer. Il est ainsi décret funeste qu'elle l'homme. Je suis ainsi, mais ce n'est jamais vrai. Il y a toujours des qualités aimables en germe, et la bonne humeur plaît sous tout costume. Et qu'est-ce donc que l'amour vrai, si ce n'est l'art de deviner le meilleur? Seulement cet amour vrai est voulu. C'est ce que repousse la doctrine commune sur la fatalité des passions. Chacun cherche à deviner par des signes l'avenir de sa vie intérieure, et par là elle se trouve livrée aux actions extérieures. L'amour, la jalousie, le bonheur, la peine, l'ennui sont reçus comme la pluie et la grêle. Ainsi on donne charge à l'autre, et à tous les hasards de sa propre constance. On la constate comme un fait de nature. Imaginez un cycliste qui se demande s'il va aller au fossé, étrange état, où on se demande ce qu'on va faire sans y mettre du sien. C'est l'état des fous. Il est commun dans le mariage, parce que les premières émotions de l'amour viennent en effet du dehors. Ainsi, pour tous les arts, le plaisir vient le premier. Mais ce n'est pas par le plaisir seulement que l'on devient sculpteur, peintre ou musicien. C'est par le travail. Et le proverbe dit bien que toutes les belles choses sont difficiles. C'est un travail que d'être heureux, et en ménage aussi. Tout travail difficile veut la fidélité. Dans le génie, il y a plus d'une condition, mais certainement un serment à soi-même, et que l'on tient. Comme l'inventeur, il se jure à lui-même d'arriver à ses fins, et le sage aussi se jure à lui-même d'être sage, car il n'attend point que la sagesse lui soit apportée comme sur un plat, et l'on se moque des enfants qui veulent être musiciens tout de suite. Mais on ne veut point de serment pour une chose aussi facile que d'être heureux par celui qu'on aime. Heureusement, la sagesse commune qui se règle sur les effets veut un serment aussi au premier moment du bonheur. Or, un serment n'est pas une prophétie. Un serment signifie que je veux et que je ferai. À quoi l'on dit « je ne puis promettre de l'amour ». Et cela est vrai des premières émotions. Aussi n'a-t-on jamais à les promettre, mais pour l'amour et le bonheur plein, non seulement on peut jurer, mais il faut jurer comme pour apprendre la musique. Aussi faut-il bien l'entendre et ne pas se croire enchaîné par son serment. C'est bien plutôt la destinée qui est enchaînée et domptée par le serment. Si donc il y a des témoins et des contraintes extérieures, comme la coutume le veut, pour tout serment, et comme celui qui juge en exige lui-même par une vue juste des pièges, il faut prendre ces liens extérieurs comme des secours à soi-même, contre les événements. Jamais le serment n'entrave le libre arbitre. Au contraire, il nous met en demeure d'en user, car on ne jure point d'être, on jure de faire et de vouloir. Tout serment est contre les passions. C'est pourquoi la publicité du mariage et les liens nouveaux de parenté voulue et d'amitié qu'il entraîne ne sont que pour aider à accomplir l'œuvre voulue, sans compter que le savoir-vivre y gagne, car sans attendre un vrai bonheur de tous ceux que l'on voit, il faut toujours en venir à s'en accommoder. Au reste, il est impossible d'écrire mieux sur le mariage qu'Auguste Comte n'a fait, et je renvoie le lecteur à sa politique. J'appuierai seulement sur les contraintes de politesse, si imprudemment méconnues par les jeunes amants. Quand on vit en naïveté avec les passions, et qu'on est en état d'éprouver par un si étroit voisinage les moindres mouvements d'humeur de celui dont on attend tout son bien, le premier mouvement est souvent funeste. J'ai observé que même dans les bons ménages, et quand l'amitié a confirmé l'amour, les moindres disputes arrivent aisément au ton de la violence. Il est vrai aussi que l'amour pardonne beaucoup, mais il ne faut pas s'y fier, car il n'est pas moins vrai que l'amour interprète beaucoup et devine trop. À quoi peut remédier une vie de famille assez patriarcale, et surtout la présence des enfants qui, dès leur plus jeune âge, modèrent naturellement autour d'eux l'éclat des voix et la vivacité des mouvements, terminant bientôt les disputes par des cris sans mesure, qui donnent une juste leçon. D'où est venu le proverbe que Dieu bénit les nombreuses familles.